Bonsoir. Au sommaire justice, les commissions prison et victimes offrent des solutions pour une bonne administration de la justice. Après 10 mois de travail, 2 rapports sont présentés au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Lancement du projet vers une génération sans fistule en Guinée. Selon les statistiques, chaque année, 500 à 700 femmes sont victimes de fistules en Guinée. Et puis nous irons à Kissidougou pour constater la bonne collaboration qui existe entre les acteurs politiques de l'opposition et de la mouvance. Les deux partis privilégient le dialogue et l'entente. Encore une fois, bienvenue à tous. À Conakry, ouverture des travaux de consultation nationale pour la finalisation du plan de relance du système de santé en Guinée. Il s'agit d'échanger sur des paramètres en vue d'améliorer la qualité de la prestation dans nos structures sanitaires. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Hadi Kamara, bureau de presse de la primature. Cette deuxième consultation nationale va permettre aux responsables politiques, religieux, sociétés civiles, du monde scientifique et d'autres acteurs du secteur de la santé d'analyser et d'amender le projet de plan de relance santé, nutrition, eau et assainissement de la Guinée. Il est question aussi d'actualiser la feuille de route nationale du processus de réforme de notre système de santé avec les besoins en assistance technique. Il convient de mentionner qu'un changement impérieux de paradigme s'impose désormais dans le développement de la santé communautaire et la médecine traditionnelle, spécificité de notre nouveau système de santé à construire. Je souhaite que la présente consultation nationale s'inscrive dans cette dynamique et tienne compte du contexte Ebola qui a montré les faiblesses de notre système de santé. De ce fait, elle vise à harmoniser les points de vue sur les actions à entreprendre pour la relance de notre système de santé ainsi que sur les modalités de financement et des stratégies de la lutte contre cette épidémie à virus Ebola. Comme on le sait, Ebola a fragilisé notre économie. Ebola a montré la faiblesse de notre système de santé. À cet effet, cette épidémie est au centre de toutes les discussions en matière de santé en Guinée. Au nom de monsieur le représentant de l'OMS en Guinée, la disponibilité de l'OMS et de tous les partenaires ici présents, les partenaires techniques et financiers, à travailler de concert avec toutes les parties prenantes afin de contribuer à la relance et au renforcement du système de santé guinéen au bénéfice des populations. Le Premier ministre, à l'ouverture des travaux, a mis l'accent sur les efforts du gouvernement et les partenaires techniques et financiers dans la lutte contre cette épidémie en Guinée. Les présentes assises serviront à la poursuite de la préparation de la relance du système de santé et s'inscrivent dans le cadre de la préparation de la session ordinaire de la conférence internationale de la Banque mondiale sur Ebola au printemps prochain. Je voudrais une fois de plus saluer la ferme détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, et l'appui sans réserve de nos partenaires techniques et financiers qui nous ont permis d'organiser la riposte contre l'épidémie sur toute l'étendue du territoire national. Les sujets pertinents à débattre prouvent à suffisance la détermination de ces acteurs et partenaires à œuvrer sans relâche dans le cadre de l'amélioration et la performance du système sanitaire de la Guinée. La Basse-Guinée dit Ebola, ça suffit. C'est le mot d'ordre du Forum des forces vives de la région du littoral qui s'est tenu hier mardi à Kindia. La mission des Nations Unies pour la réponse d'urgence à Ebola insiste sur une forte implication des communautés pour gagner l'assaut final contre l'épidémie. Récit Mamadi Terna Kamisoko. Dans la région du littoral guinéen, la situation épidémiologique de la maladie Ebola est toujours préoccupante. Les préfectures de Koya, Forekaria, Bofa, Kindia et la zone spéciale de Conakry continuent à enregistrer de nouveaux cas. Pour inverser la courbe, la mission des Nations Unies pour la réponse d'urgence à Ebola, UNMIR et les autorités guinéennes lancent le forum des forces vives de la Basse-Guinée. La maladie aujourd'hui est entre les mains des individus, elle est entre les mains de la communauté. Il est possible aujourd'hui d'arrêter Ebola par le comportement individuel. La Basse-Guinée dit Ebola, ça suffit était le mot d'ordre de la rencontre. Une occasion pour les différentes couches sociales, notamment les femmes, les jeunes, les communicateurs traditionnels et les religieux de se réengager dans la bataille pour l'assaut final dans la région. Nous nous engageons à dynamiser la sensibilisation à la base et plus particulièrement dans les zones de réticence.
Le littoral est la région où la maladie Ebola persiste avec plus de 545 décès enregistrés. Pour l'ancienne présidente du CNT, la situation est inacceptable. Je ne cesserai de le dire. J'ai peur, mais aussi j'ai honte. La Guinée, c'est 4 régions naturelles. Je voudrais savoir ici, est-ce que la Basse-Côte va accepter de supporter ce lourd fardeau de ne pas ébouter Ebola en République de Guinée? Le 28 mars dernier, le président de la République a renforcé l'état d'urgence sanitaire dans 5 localités de la Basse-Guinée en vue d'un contrôle rapide de la maladie. Avec cette mobilisation des populations de la région pour la même cause, 0 nouvelle infection peut être possible d'ici le 15 avril prochain. En bref, au même moment, une autre rencontre, cette fois-ci transfrontalière, se tenait à Lola entre Guinéens et Libériens. Une concertation axée sur des échanges d'expériences et de mise en place de stratégies transfrontalières de riposte contre le virus. Les organisateurs ont également échangé sur le renforcement de la surveillance épidémiologique et le suivi des contacts afin d'arrêter la chaîne de transmission dans les 3 pays touchés. Nous y reviendrons. Ce qui nous amène à parler d'un autre aspect de la santé avec le lancement ce matin du projet Vers une génération sans fistule en Guinée. Pour une durée quinquennale, ce projet prend en compte la prévention, la réparation et la réinsertion des victimes de fistules. C'est un programme piloté par Engender Health avec le financement de la Banque islamique de développement et la DCRG. Fatima Diallo, Mahawa Sangari. En partenariat avec le ministère de l'Action sociale. Ce projet sera financé par la Banque islamique de développement et la Banque centrale de Guinée. Le projet prévoit l'identification des causes des fistules. Il vise aussi la réparation et la réinsertion sociale des femmes vivant avec des fistules. Quand je suis dans la foule, je vois que les gens quittaient, me fuyaient. Ils quittent un à un juste à ce que je reste seul. Donc après tout ce que j'ai vécu en cherchant du bois, en pilant le riz, j'ai pu avoir les moyens de me rendre à Kissidougou. Et j'ai pu avoir le bonheur à Kissidougou. Si c'est la souffrance, jamais. Les décideurs que nous sommes ont hélas trop tardé à prendre des actions en faveur de ces femmes sans voix, des femmes qui souffrent dans le silence. C'est pourquoi la fistule obstétricale est l'une des préoccupations fondamentales du président de la République, le professeur Alpha Condé, ainsi que de tout son gouvernement. Chaque année, 500 à 700 cas de fistules vaginaux-obstétricales sont recensés en Guinée. Pour faire face à cette maladie, 4 sites sont équipés. Des chirurgiens et infirmiers sont formés pour atténuer la souffrance des femmes de 15 à 45 ans. Celles qui ont les fistules compliquées sont référées vers Conakry. Celles qui ont les fistules simples sont référées à Kissidougou et à l'Abbé pour la prise en charge chirurgicale. Et cette prise en charge est totalement gratuite, y compris le transport et les 3 repas journaliers. En termes de traitement, plus de 4296 femmes avaient été diagnostiquées comme porteuses de la fistule et qui devraient être opérées. Nous avons opéré 64% de cette population de femmes avec un taux de succès de 80%. Chaque année, plus de 2000 femmes souffrent des fistules à travers le monde. Les pays en voie de développement sont les plus touchés. Un mot de la justice à présent. 2 commissions sont mises en place par le ministre de la Justice. Il s'agit de la commission prison chargée d'identifier les problèmes liés aux conditions de détention et la commission victime qui a pour mission d'interroger les victimes d'injustice. Après 10 mois de travail, les présidents des 2 commissions ont proposé des solutions aux gardes des Sceaux pour une bonne administration de la justice guinéenne. Kerno Younoussaba, explication. Au mois de mai 2014, le garde des Sceaux a mis en place 2 commissions au sein du département de la justice. L'une s'occupe des prisons et l'autre des victimes d'injustice. La première a pour objectif de faire l'état des lieux des prisons en vue d'améliorer les conditions carcérales pour le respect des droits fondamentaux des détenus. Alors que la commission victime a recueilli les propos des personnes victimes d'exactions. La démarche vise à réparer de nombreux préjudices causés dans le pays. Près d'1 an après leur installation, l'heure est au bilan. C'est pour faire avancer les choses dans notre pays, aussi bien dans le domaine pénitentiaire, comme vous savez, c'est très important,
un pays où il n'y a pas d'humanisation dans les prisons pose problème. Et la Guinée doit être aussi respecter ce qu'on appelle le standard, le minimum standard international en matière de prison. Quant aux victimes, les victimes, ça c'est aussi un serpent de mer depuis 1958. Ce rapport a permis de faire l'état des lieux concernant les victimes et surtout qu'est-ce qu'on peut proposer aux victimes. Les présidents des deux commissions ont chacun fait des recommandations. Il s'agit de proposer des solutions aux nombreuses problématiques liées à la gouvernance judiciaire en Guinée. On a séquencé ce qu'on appelle les recommandations, c'est-à-dire les réalisables tout de suite, c'est notamment la rénovation des prisons, parce que pour les humaniser, l'évaluation du personnel pénitentiaire, parce que le problème c'est que on ne peut pas servir des conditions carcérales normales s'il n'y a pas de personnel qualifié. Mais surtout, le plus important pour nous, c'est qu'on a redessiné une carte pénitentiaire. Les gens doivent d'abord connaître la vérité. On mène des enquêtes. Il doit y avoir la justice et il doit y avoir réparation. Mais enfin, l'État qui nous gouverne doit prendre la garantie de non-répétition. Les prochains jours, le ministre d'État de la Justice promet de défendre les recommandations formulées dans ses rapports devant les élus du peuple en vue de leur applicabilité. À l'étranger, en Suisse, la 28e session du Conseil des droits de l'homme a pris fin après des plénières et des débats généraux sur les rapports du Haut-Commissaire et du Secrétaire général sur l'assistance technique dans le domaine des droits de l'homme et la présentation des résolutions. Les pays concernés, dont la Guinée, ont fait des déclarations suivies de plusieurs délégations qui ont pris part au débat général avant l'adoption des dites résolutions. Les grandes lignes de cette rencontre avec Makale Souma, envoyé spécial à Genève. Dans le grand hall, les pays amis discutent, échangent les points de vue pour mieux comprendre les situations. L'ambassadeur des États-Unis à Genève et le ministre guinéen des droits de l'homme n'échappent pas à cette habitude avant de rejoindre la grande salle où le Conseil des droits de l'homme a été saisi des rapports du Haut-Commissariat aux droits de l'homme concernant des pays comme l'Iran, la Guinée, l'Afghanistan, la Libye et le Soudan du Sud. Nous sommes fermement engagés à poursuivre et à intensifier nos efforts et les réformes sur tous les défis importants qui nous attendent sur le terrain des droits de l'homme dans notre pays. Notamment, œuvrer pour une réconciliation effective à travers un processus de justice transitionnelle efficace. Agir vigoureusement sur un certain nombre de dossiers judiciaires importants, nous en sommes conscients, Monsieur le Président, notamment celui du 28 septembre, celui de Romé dont les procès a débuté la semaine dernière, celui de Nogota et notamment aussi les violences lors de manifestations publiques à Guinée. Car nous pensons que rendre justice aux victimes est le minimum requis lorsqu'on n'a pas pu ou su prévenir les violences. Le projet de résolution L31 de la Guinée a été examiné et adopté par le Conseil avec des recommandations à prendre en compte comme celle de la résolution du dossier du 28 septembre. La 28e session des droits de l'homme s'est donc achevée à Genève avec une participation réussie de la délégation guinéenne conduite par le ministre des droits de l'homme. Si les constats révèlent qu'il y a encore des pays où la situation est encore loin d'être stabilisée, les mêmes avancent que la communauté internationale doit plus que jamais rester engagée pour soutenir ces pays dans leurs efforts pour restaurer la stabilité et lutter contre l'impunité. En bref, visite de terrain des responsables du ministère de la Ville, accompagnés du ministre d'État à la présidence, chargé de l'investissement et du partenariat public-privé. C'est dans le cadre d'un vaste programme de récupération et de sécurisation des réserves foncières de l'État. La mission s'est rendue sur les sites de Keitaya et de Kassonya pour constater les occupations illégales. Partout, des mesures appropriées sont annoncées pour déguerpir les occupants des lieux. Nous y reviendrons avec Saint-Martin Fansnadouno. Cancan est situé à 690 km de Conakry. La capitale de la savane guinéenne va abriter le 57e anniversaire de la célébration de l'indépendance du pays. Plusieurs infrastructures publiques sont programmées, d'autres par contre sont déjà réhabilitées. C'est le cas de Dakeme ou la maison à 5 portes. L'édifice est élevé par NRBTP sous le financement du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Mohamed Lamine Kamara, reportage. Voici l'ancienne architecture du Grand Palais colonial à Cancan. Les populations l'appellent Dakeme en référence à ses 100 portes. Ce bâtiment servait de résidence des commandants de cercle.
À l'indépendance, l'édifice est devenu la résidence des préfets qui se sont succédés. Mais avec les convulsions sociales de janvier et février 2007, le bâtiment a été saccagé. Le dernier préfet qui l'a habité, c'est le commandant le professeur Beka. Le professeur Beka qui a été chassé de la résidence. Vraiment, nous avons salué la proposition du professeur Alpha Condé que le jour arrive. Dans sa vision d'instaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, le gouvernement vient de restaurer ce bâtiment historique. C'est le président de la République en personne qui a financé les travaux. Aujourd'hui, Dakeme présente un nouveau visage. L'arrêt de Dakeme, et moi je suis venu de trouver déjà qu'il est en train de travailler les Dakeme, et le chef de l'État a bien agi et à temps. Cette œuvre architecturale améliorée vient donc s'ajouter à la liste des infrastructures programmées au compte des festivités de l'an 57 de la fête de l'indépendance nationale cette année ici dans le Nabaya. Justement, voici un communiqué du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Avis de report. En raison de la célébration de la fête chrétienne lundi de Pâques, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation porte à la connaissance des entreprises soumissionnaires pour la réalisation des travaux d'infrastructure du 57e anniversaire de l'indépendance nationale dans la région administrative de Kankan que la date d'ouverture des offres de la deuxième tranche prévue initialement le 6 avril 2015 est reportée pour le jeudi 9 avril 2015 à partir de 12h30. Les offres seront déposées auprès de la division des affaires financières du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 12h30 dans la salle de conférence du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, située au rez-de-chaussée du même département en présence des représentants des soumissionnaires. Pour toute autre information, veuillez vous adresser à la Direction nationale de l'administration du territoire située au 3e étage du département. Général Bourema Condé. Autre image du pays profond, le fleuve Sankarani, appelé Traoda en langue du terroir ou Calvaire en français, est situé à 7 km de la sortie de Mandiana. La traversée de ce fleuve est un véritable parcours de combattants pour les différents usagers. Mawa Sangaré de retour de Mandiana. Le fleuve Sankarani, communément appelé Traoda, en temps des travaux forcés, cristallise les entraves et espoirs de développement. Ce fleuve est à 7 km de la sortie de Mandiana. Sa traversée relève d'un véritable parcours de combattants auquel les usagers s'accommodent. Difficulté qu'on a, le bac est là, le professeur a réparé le bac, mais il n'y a pas assez d'eau dans le fleuve. Actuellement, là, on traverse sur les pirogues. Les camions qui sont là, c'est des problèmes. Quand on vient, on débarque, après on recharge dans le pirogue, on fait traverser, après on recharge dans un autre camion encore. Nous, on a des problèmes. Regarde comment je vais monter tout de suite là. C'est pas tous les chauffeurs qui peuvent faire ça là. Il y a d'autres qui ne peuvent même pas faire. Quand ils viennent ici, il faut que nous on prenne leur véhicule pour faire traverser. Nyantana et plusieurs autres sous-préfectures et districts sont irrigués par les eaux de Sankarani. L'agriculture connaît un réel espoir. La culture maraîchère, notamment, y est pratiquée, sans trop de peine en période sèche. Mais les agriculteurs se plaignent de difficultés d'écoulement de leur production en direction de Mandiana. Alors ils se tournent vers les pays voisins avec des milliers de tonnes d'articles frais. Les cultures que nous faisons ici, on ne peut pas les envoyer. Il faut obligatoirement les envoyer au Mali. La tomate, ça ne peut pas faire une semaine de construction. Ça pourrit très vite. Donc, l'aubergine, ça est là, en abondance. Le maïs, on n'en parle pas. Dans une telle situation, ce sont plutôt les piroguiers qui tirent profit depuis des générations. On ne peut souhaiter le bonheur personnel, mais plutôt le bonheur de tous. À présent, nous souhaitons la construction d'un pont pour la traversée des véhicules. Nous faisons payer 25 000 francs par voiture. Nous restons tous les jours jusqu'à 23 heures, mais s'il y a des urgences, nous allons au-delà. Avec l'ouverture des travaux d'infrastructures publiques dans la ville, les populations ont l'espoir que dans un avenir proche, un ouvrage de franchissement va relier les deux rives de Sankarani.
Politique, la CENI, après les opérations de prestation de serment, les démembrements de l'institution ont également renforcé leur capacité sur l'organisation d'une élection. Désormais, ils ont la responsabilité de bien mener et réussir la tenue des élections en Guinée. Makemedozo, compte rendu. Membre de démembrement de la CENI a pris fin dans les 38 circonscriptions électorales du pays. À l'Abbé-Épita, par exemple, la formation était axée sur le renforcement des capacités des agents en vue de la mise en place d'une administration électorale efficace. Capacité à exécuter, suivre toutes les activités liées au processus électoral. Nous attendons à ce que les démembrements soient suffisamment outillés pour poursuivre le processus électoral, qu'ils soient suffisamment outillés pour comprendre tout ce qui est lié aux élections, le cadre juridique, le cadre institutionnel, les responsabilités et les devoirs de démembrement. Cette formation a permis aux bénéficiaires d'approfondir leurs connaissances dans l'organisation d'une élection. Le déroulement, ça se passe bien. Nous avons passé 2 jours ici à se concerter. On a eu à parler du rôle des agents électoraux, le processus électoral. On a discuté du processus électoral. Nous sommes entièrement satisfaits. La mise en place des démembrements prouve la volonté de la CENI à responsabiliser toutes les structures présentes dans les CECI, CEPI et CESPI, ce pour la réussite des futures échéances électorales. Toujours en politique, ceci est un bel exemple de relation entre acteurs politiques. Ça se passe à Kissédougou où les leaders de l'opposition et de la mouvance se retrouvent autour d'un même repas. Un moment pour eux de discuter non seulement des problèmes de leur localité, mais aussi de privilégier le dialogue et l'entente, surtout pendant le processus électoral. Ces leaders ont choisi de s'accepter dans la différence. Abdoulaye Diallo, Momelo Kamara, envoyé spéciaux dans la ville de Kissikaba. Autour de cette table, les représentants des partis politiques de l'opposition et ceux de la mouvance présidentielle de Kissédougou partagent le repas. Opportunité pour les fils de la préfecture de renforcer la fraternité et la cohésion sociale. Ce n'est pas venir manger qui nous intéresse, mais le délégué national de la CENI a fait preuve de ses capacités. En quoi faisant? Il est difficile et rare de trouver les opposants marcher bras dessus. Mais lui, il a réussi à nous mettre ensemble. C'était un peu tendu, hein? Mais il a su nous prendre par les sentiments. Il s'est mis derrière la loi. C'est pourquoi certains de mes collaborateurs de l'opposition ne l'appellent pas délégué de la CENI, mais ils l'appellent CENI. Nous sommes les mêmes Guinéens, c'est la même famille. Je crois que sur cette trajectoire, depuis qu'il est venu ici pour la formation des démembrements et l'installation des démembrements là, je vous assure, il n'a fait que œuvrer sur ce sens-là. Et pour aboutir, mettre un dernier clou à son travail, de nous inviter ici ensemble. Je partage le plat aujourd'hui avec l'opposition du BFDG. C'est une initiative d'un fils de la localité et aussi délégué de la Commission électorale nationale indépendante dans la région administrative de Farana. Ici, dans cette préfecture, le mot d'ordre est de privilégier le dialogue et l'entente pour le développement communautaire. L'objectif, c'est organiser une élection libre, transparente, crédible et dont les résultats seront acceptés de tous. Pour que cela soit, il faut que, entre la CENI et les acteurs du processus électoral, il y ait une compréhension, une entente et une confiance réciproque. À quelques mois de l'organisation de l'élection présidentielle en Guinée prévue le 11 octobre 2015, un bel exemple d'unité et de cohésion dans la différence se dessine dans le pays de Kissifaramaya. Un bel exemple qui mérite d'être suivi. Au même chapitre, suite à l'annonce du chronogramme de la tenue des élections présidentielles, l'opposition guinéenne annonce une ville morte demain, jeudi, à Conakry. Le président du conseil de ville a fait une déclaration dans laquelle Solba Sorel Kamara invite la population de Conakry au calme et à la retenue. Pour l'exécution de l'urgence sanitaire renforcée, le gouverneur exhorte les acteurs politiques à un engagement plus accru. On l'écoute au micro de nos reporters Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Déclaration de l'opposition républicaine
faisant appel à l'observation d'une journée ville morte le jeudi 2 avril 2015. Prenant acte de cette déclaration, j'invite l'ensemble des citoyens de la ville de Conakry à garder la sérénité et avoir à l'idée et de façon constante le souci permanent de la paix et de l'unité nationale, gage certain de notre développement et de notre épanouissement. Le jeudi 2 avril 2015, j'invite l'ensemble des citoyens et des citoyennes de la ville de Conakry à vaquer librement à leurs affaires habituelles et je rassure que les dispositions sont prises pour la sécurité de tous dans le respect des libertés fondamentales. Unissons-nous pour vaincre Ebola, unissons-nous pour le changement en vue du progrès social, économique et démocratique de notre pays. À propos de ce mot d'ordre de ville morte annoncé par l'opposition, certains citoyens de Conakry se sont prononcés au micro de nos reporters Mohamed Lamine Camara, Abdul Razak Souma. Suivez. Cette opposition aurait dû penser d'abord à la situation dans laquelle tout le pays est plongé. Je crois que la ville morte n'est pas indiquée pour le moment à cette période-là où nous traversons Ebola. Les gens, il faut qu'ils sortent pour aller chercher de quoi se nourrir. Je crois que le mot d'ordre là ne sera pas suivi à cause de cet état de fait parce que la population, le peuple est obligé de sortir pour aller chercher de quoi se nourrir. À mon avis, moi je ne suis pas d'accord pour la ville morte de demain parce que ça ne va pas, ça galère partout. Donc vraiment je ne suis pas pour. On doit sortir pour travailler, pour chercher le quoi à manger, le quotidien. C'est ça le plus important. Bon, à propos de quoi? Pourquoi ils ont demandé ça? Je ne sais pas. De toute façon, s'ils ont demandé, il faut qu'il y ait de calme, pas de brutalité, et puis il faut faire le patriotisme. Une ville morte suppose qu'il y a certains qui ne veulent pas aller au travail ou que d'autres. Mais ce qui se passe chez nous, quand on dit ville morte, ceux qui ne veulent pas aller travailler veulent que personne d'autre n'aille à travailler. C'est ce qui est le drame. Hein, on peut ne pas sortir, mais ne pas empêcher les autres d'aller au travail. Mais ce qui va arriver, c'est que ceux qui ne veulent pas qu'on travaille vont prendre des cailloux, ils vont aller barricader les routes et puis casser les vitres de voitures des gens. Si c'est ce qu'on appelle ville morte, moi je dis que ça n'a aucun sens. C'est M. Ba, M. Tcherno Oumar Ba, président de l'association des jeunes de Koza Unis pour le changement. Donc face à la ville morte organisée ce jeudi 2 avril 2015, la jeunesse de Koza Unis pour le changement témoigne son détachement à l'opposition. La jeunesse demande à tout un chacun de rester serein et de vaquer librement à ses besoins. Donnons alors le temps au gouvernement de poser ses actes et jugeons-le en fonction de ses actes. Vive le changement, vive la paix, vive l'unité nationale et vive l'état de droit en Guinée. Je vous remercie. Vive le changement! Vive le changement! RTG, notre collègue Ibrahima Ba, journaliste sportif, alité depuis 2 ans, est victime d'un autre malheur. Un incendie a ravagé toute sa concession à Sonfoniagar. En attendant l'intervention des personnes de bonne volonté, Ibrahima Ba et sa famille sont pour le moment sans abri. Ça à Marathon. Journaliste sportif de la RTG, Ibrahima Ba est alité depuis plus de 2 ans des suites de maladies. Ce mardi, un autre malheur est venu l'anéantir. Sa concession est entièrement ravagée par des flammes. Selon l'épouse de la victime, un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Hier vers 21h, on était au salon quand on a entendu les cris de l'enfant qui était couché dans la chambre. Arrivé, on a vu l'armoire a pris feu et toute la maison était brûlée. Depuis ce matin, la tristesse et la désolation sont sur les visages. Des voisins et collègues de travail sont venus compatir à la douleur de Ibrahima Ba. Personne n'est à l'abri de ce que Ibrahima est en train de vivre aujourd'hui. Alors j'en appelle vraiment à toutes les bonnes volontés, au gouvernement, au président de la République
et à tous qui se rendent vraiment responsables et conscients qu'un être humain a différentes phases dans sa vie. Aujourd'hui, il a besoin d'appui et j'en appelle encore une fois réellement à la bonne volonté de chacun et de tous. Parce que c'est déplorable. Il a perdu tout, comme vous le voyez. Rien n'est sorti de cet incendie et c'est vraiment la mort dans l'âme. En attendant la réaction des personnes de bonne volonté, la famille Ba reste sans abri. Comme quoi, le malheur ne vient jamais seul, mais l'espoir fait vivre et notre collègue garde cet espoir. Il attend qu'on lui vienne en aide. Voilà, mesdames et messieurs, qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. À demain.